Du coup, c'est Leslie Lambeau, l'autrice et la metteuse en scène de ce spectacle. Là, vous avez pu assister à un extrait du spectacle Ode à l'oubli, qui, comme Blandine a pu vous l'expliquer, retrace le parcours d'Alice, une jeune fille de 22 ans qui doit faire face au diagnostic de sa mère qui est atteinte d'un Alzheimer précoce. Alors, dans ce spectacle, en l'occurrence, on suit essentiellement du coup comment Alice fait face au deuil blanc, donc elle traverse différentes étapes du deuil. Et nous avons dans le spectacle la personnification de ces trois phases du deuil, le deuil de ce... bref, vous avez compris, le deuil, il y a colère, tristesse, déni, qui sont trois personnages du coup présents dans la pièce, et le personnage d'Alice va les rencontrer dans une espèce de monde imaginaire qui se caractérise par son espace mental. Là, c'était un très court extrait du spectacle pour le coup, c'était afin de vous donner un aperçu de l'œuvre en entière et de faire aussi le lien avec ce qui va se passer ce soir, c'est-à-dire ce moment d'échange autour de la thématique d'Alzheimer. Du coup, là, nous allons recevoir 4 personnes spéciales qui vont pouvoir monter sur le plateau dans un premier temps. Alors, je vais vous demander de vous présenter tour à tour au public, comme ça on fait connaissance. Donc, qui veut commencer Alors. Bonjour, Isabelle. C'est possible de monter un peu le micro Non, c'est bon. Bonjour, Isabelle Griot, je suis assistante sociale en gériatrie aiguë et j'ai travaillé 8 ans en neurologie sur le service de diagnostic de la mémoire. Bonjour à tous et à toutes, je suis Dario Saracino, je suis neurologue et je travaille à la Pitié-Salpêtrière dans l'unité de maladies cognitives et comportementales. Bonjour, Cristiano Donadio, je suis chef de service d'une unité de rééducation gériatrique à Ivry-sur-Seine. Bonjour, je suis Florence Soyer, je dirige l'EHPAD, la maison des parents qui est située à Paris dans le 13e. Et nous accueillons des patients Alzheimer entre autres. Donc, enchanté. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est que j'ai préparé une liste de questions déjà pour commencer une conversation entre nous. Et ensuite, vous, public, vous serez invités à poser également des questions. Donc, le micro va passer si vous avez des questions à poser directement à nos intervenants ou à moi-même, peu importe. Et puis voilà, donc là je vais commencer à poser une question. Déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, tout bonnement? Je pense au privilège de le faire d'eau plutôt. Donc la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente de toutes les maladies neurodégénératives. Ce n'est pas une maladie causée par l'âge, ce n'est pas du vieillissement physiologique du cerveau, mais c'est lié à l'âge, dans le sens qu'en vieillissant, on a plus de chance ou plus de malchance de tomber malade de la maladie d'Alzheimer. Et il s'agit d'une maladie dégénérative dans le sens que le cerveau commence à s'appauvrir en continu de neurones, qui sont les petits éléments, les petites cellules qui constituent le cerveau. Et nous avons des milliards de neurones. Et ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, c'est que ces neurones vont disparaître petit à petit. Il n'y a jamais de début brusque, brutal dans la maladie, c'est toujours un début très insidieux, parce que la maladie s'installe d'abord très silencieusement, petit à petit, mais au fil des années, au cours du temps, et là, ce qui devient assez évident de l'extérieur, c'est le changement des capacités cognitives de la personne, et notamment de la mémoire, en lien avec la perte de ces précieux tissus qui sont les neurones. Et effectivement, comme dans le spectacle, et d'ailleurs j'en profite pour féliciter Leslie et toute la compagnie pour avoir mis en scène cette œuvre que je trouve très pertinente, la maladie peut se déclencher parfois plus tôt qu'à l'âge début ordinaire. Alors il n'y a pas de règle générale, mais on va dire que le pic d'incidence du début de maladie, on l'a entre les 65 et les 80 ans, on peut dire. Mais il existe un pourcentage non négligeable, petit mais très significatif, de personnes qui vont développer la maladie avant 65 ans, avant 60 ans,
et parfois même avant 50 ans, comme ça peut être le cas des formes de maladie d'Alzheimer précoce. Et comme aussi dans le spectacle, il est très bien dit, au stade actuel, on n'a pas de traitement miracle qui puisse faire partir avec un coup de baguette magique la maladie du cerveau. Et donc, malheureusement, on est face au constat d'une maladie pour laquelle il n'y a pas de cure définitive aujourd'hui, même s'il y a une recherche florissante autour. Par contre, il est d'importance capitale, mais je pense que je vais anticiper le contenu de quelques questions. Du coup, là, je me tais. Il est d'importance capitale celui d'anticiper ce qui peut se passer quand la maladie avance. Parce que si la mémoire est touchée dans les phases initiales de la maladie, au fil des années, les personnes vont perdre d'autres capacités cognitives, telles que la parole, le langage, ou la capacité de reconnaître les proches, ou la capacité à s'orienter dans l'espace, nécessitant de plus en plus l'adéquation de leur contexte de vie, que ce soit le plus possible adapté, sécurisant et bénéficiant d'un nombre d'aides qui vont être grandissants. Et je pense que c'est l'enjeu principal aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer, celui de rendre le plus possible sécurisé et, dans la limite de possibilité, agréable la vie des personnes qui sont atteintes de la maladie et de leur famille. Splendide. C'était très bien expliqué. Merci beaucoup. Du coup, oui, effectivement, mes questions ont vite été répondues, mais il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce qu'il existerait un lien entre du coup, des traumas subis par le cerveau et le développement de la maladie? Est-ce que du coup, y a-t-il des gens qui ont une facilité à développer la maladie pour d'autres raisons? Alors, du moment qu'il n'y a pas de réponse définitive à cette question, moi je dis quel est mon point de vue. En fait, en règle générale, dans toutes les maladies neurodégénératives, à l'exception de celles qui sont causées par des mutations génétiques, elles sont très rares, mais sinon pour toutes les maladies neurodégénératives, on n'a pas à présent d'explication. On ne sait pas pourquoi on tombe malade d'une maladie d'Alzheimer, d'une maladie de Parkinson, d'une maladie de Charcot, de toutes ce qui sont les maladies dégénératives. Il n'y a pas d'explication complète donnée, donc il n'y a que des hypothèses qui peuvent être faites. L'idée que des traumas entendus comme des vécus traumatisants, psychiques, le psychotrauma, en fait, à un moment ou l'autre de la vie, est étudiée. Il n'y a pas de lien définitif, c'est pas possible de montrer qu'il y a un impact, un rôle des événements majeurs qui sont passés dans la vie de quelqu'un et du déclenchement de la maladie en grand âge. Par contre, le trauma peut avoir un rôle sur les symptômes que la personne présente, en termes de réviviscence, en termes de contenu émotionnel, en termes de symptômes comportementaux et parfois agitation qui sont déclenchés par la maladie, mais qui pourraient trouver leur noyau dans des expériences de vie traumatisantes qui sont faites pour le passé. Pour faire passer un peu la parole, je reviendrai à toi plus tard, mais du coup, est-ce que vous avez eu à faire face à des patients qui ont eu Alzheimer? Est-ce que vous avez des cas particuliers qui vous viennent en tête et dont vous souhaiteriez parler? En fait, en revenant un peu au spectacle aussi, à l'extrait que vous avez donné, plus que les patients qui ont la maladie d'Alzheimer, qu'on en voit tous les jours, et pas que, parce qu'il y a des formes aussi de troubles cognitifs qui ne sont pas forcément liés à l'Alzheimer, il y a d'autres formes. Mais ce qui nous marque des fois, c'est le moment de l'annonce, comme vous l'avez bien décrit, et la relation avec les aidants, la famille, les proches des malades avec la maladie d'Alzheimer. Et là, on en a des histoires. on a vraiment des choses qui nous marquent, parce que parfois, l'annonce se passe pas si mal que ça avec le patient. En gériatrie, on voit des malades qui sont plus âgés et des fois à un stade plus avancé. Et donc, ils ont le déni est plus fort que le reste. Mais on voit toute la colère et la tristesse dans les aidants. Et du coup, ça, des fois, ça devient un point de prise en charge central. Parce que l'aidant, c'est aussi la personne qui est touchée peut-être le plus, parce qu'elle s'occupe à la fin entièrement du malade. Et donc, il faut s'en occuper aussi.
plus justement, qu'est-ce qu'il existe comme structure pour accompagner les aidants? Est-ce qu'il existe Qu'est-ce qu'il existe? D'abord, il y a toutes les associations aussi, France Alzheimer et toutes les autres associations qui permettent aussi de pouvoir accompagner, de former les aidants. Donc ça, c'est aussi important. Il y a aussi des plateformes de répit qui sont sur les secteurs aussi dans la ville, qui peuvent aussi accompagner avec des accompagnements psychologiques. Et puis il y a les prestataires, les aides à domicile, tout ça, c'est aussi un réseau qui permet de pouvoir prendre soin de l'aidant. Moi, en situation que j'ai pu connaître par rapport à la pièce de théâtre, ça me fait penser à une femme qui a été aussi jeune, avec 2 enfants de 22 ans. Et ça a été le plus difficile accompagnement, parce qu'en fait, c'est ses enfants qu'il a fallu accompagner, plus que la personne en elle-même. Elle a entendu son diagnostic, elle l'a accepté, mais c'était surtout les enfants qu'il a fallu accompagner. Parce que c'est quand même des formes génétiques, donc il y a aussi tout ça qui porte sur l'avenir de ces aidants-là. Mais ça, pour moi, ça a été le plus difficile. Merci. Du coup, je regarde une petite question. Ce que nous constatons en EHPAD, puisqu'on accueille les personnes plutôt au niveau du stade de l'acceptation, quand ils arrivent, les patients sont plutôt en stade un peu avancé en EHPAD. En revanche, les familles, c'est vrai que c'est là où l'accompagnement est le plus complexe, parce qu'il faut apprendre, il faut faire son expérience. Et je ne pourrais pas faire un portrait robot d'un patient. Chaque personne est très très différente, parce que beaucoup de choses interfèrent avec la maladie, sa personnalité, son expérience, ses réserves cognitives, ses goûts aussi, ce qu'il aime faire, ce qui le rassure. Et donc pour nous, c'est un travail d'apprentissage au plus fin de la personne. Et la famille nous apporte beaucoup sur ses capacités à lui ou à elle, ou ce qu'elle a aimé, pour pouvoir lui apporter un maximum de sécurité et un maximum de bien-être, comme vous disiez, un minimum d'angoisse et un maximum, non pas d'occupation, mais de sentiment de pas de vide, puisque cette maladie apporte un grand sentiment de vide. Beaucoup de patients à un stade avancé nous disent « j'ai l'impression de ne pas avoir eu de vie », c'est-à-dire qu'ils oublient vraiment toute leur vie. Et donc, ce qui compte, en tout cas au sein de l'EHPAD, c'est vraiment l'instant présent et le lien à l'instant présent, le lien aux autres résidents, aux familles et aussi aux salariés. Bien sûr, c'est tout un écosystème. Mais il n'y a pas un patient et chaque individu est vraiment unique. Voilà. Merci. Et du coup, je voulais savoir, moi par exemple, si jamais j'ai connaissance d'une personne dont le parent est atteinte d'Alzheimer, comment moi je pourrais l'aider? Qu'est-ce que je pourrais adopter comme geste pour pouvoir adoucir son quotidien, etc. Qui se porte pour ma tête? C'est difficile de conseiller une personne. Il faut déjà l'orienter vers des centres de ressources. Selon les difficultés qu'on a, ça peut être une psychologue, ça peut être un médecin, ça peut être une orthophoniste, ça peut être une kiné, c'est très variable. Mais il faut pas rester seul, ça c'est sûr, c'est le premier conseil. Après, c'est compliqué la posture, parce que selon le stade de la maladie ou selon les symptômes, les angoisses de la personne, il y a des postures à adopter, comme ne pas mettre en échec son proche, donc ne pas, s'il a des problèmes de mémoire, ne pas lui demander ce qu'il a mangé à l'instant, voilà, ne pas le mettre en échec, être toujours dans un regard en face à face et le considérer, sourire, ne jamais lui montrer son angoisse. Il ne faut pas oublier qu'une personne qui a des troubles cognitifs a beaucoup de capacités émotionnelles et sensorielles, et il ressent tout. Et il ressent l'angoisse de ses proches. Et du coup, il est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein avec des personnes neutres qui n'ont pas d'appréhension par rapport à cette maladie, comme des professionnels, bien sûr, qui prennent en charge. Enfin, c'est mon point de vue. Donc, je l'orienterai. Voilà. Oui, si je peux rajouter, effectivement, le sens,
c'est de ne pas être seul, de ne pas tout faire, de ne pas surfaire. Et imaginez-vous qu'il existe même une échelle qui évalue le fardeau de l'aidant. Donc on peut mesurer à quel point l'aidant il est épuisé ou épuisable. Et donc pour donner une idée de comment c'est important, et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à disposition des patients. Et quelquefois, ça m'est arrivé pour d'autres choses de faire des visites à domicile. Et on se rend compte qu'il y a des personnes qui font face à la maladie tout seules, qui ne sont même pas allées consulter une fois dans un centre mémoire, dans un centre gériatrique neurologique. Et donc, ils n'ont aucune connaissance de tout ça. Donc voilà, l'aide, ça veut dire, c'est plutôt connaître, être à connaissance des moyens à disposition aussi. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut mettre des aides très rapidement, surtout. Il faut que l'aidant il se fasse aider et se faire accompagner très vite, même en début d'une maladie. Alors même si c'est pour des aides qui paraissent une aide ménagère, alors on peut se dire mais non, mais moi c'est pas un problème, je peux faire le ménage. Non, il faut tout de suite mettre des aides rapidement pour qu'il se fasse épauler. Parce que la personne qui va être malade, le patient, il va prendre l'aidant comme sa canne et ça va être sa référence et il va focaliser sur lui et l'aidant ne pourra plus avoir de répit. Il aura du mal à pouvoir s'extirper 1 heure, 2 heures, aller au cinéma pour oublier un peu tout ce qui se passe. Et ça, c'est très important. C'est vraiment, dès le départ, il faut accepter de mettre des aides. Même si c'est juste pour faire le ménage et faire les courses. Après, on progresse et du coup, la personne elle va s'habituer à avoir quelqu'un d'étranger à la maison. C'est surtout ça qui le... Enfin, pour moi. Je peux être d'accord avec toutes les propositions, mais surtout sur ce dernier point. C'est-à-dire qu'il est important, si on est ami ou proche d'un aidant, d'une patiente d'une maladie d'Alzheimer, il est vraiment important d'essayer de l'extraire d'un point de vue que souvent il y a un sens unique. C'est-à-dire que la personne, au moment où il assume le rôle d'aidant, et il assume jusqu'au bout. Et donc sans vraiment songer aux conséquences à long terme que cela peut avoir en termes de perte de relations sociales autour, de surménage qui va être conjointement peut-être professionnel et personnel de la vie. Il y a une surcharge d'angoisse, parfois de perfectionnisme, parfois de besoin de tout faire, d'assurer au mieux. Et du coup, ça crée une spirale, en fait, un cercle vicieux dont il est très difficile de s'extraire tout seul. Donc, si on connaît quelqu'un qui, en fait, a affaire avec une situation difficile à gérer au domicile et pense qu'il n'y a pas d'autre solution que ce qu'il est en train de faire en ce moment, peut-être qu'on peut, avec bien sûr discrétion et respect de la situation présente, se rendre compte de quels sont les possibles leviers d'amélioration et suggérer. Et puis, je pense qu'une fois qu'on ouvre la porte à des personnes, à des tierces personnes qui puissent assurer leur rôle, ça va vraiment tout de suite les soulager et peut vraiment amener les choses à un nouvel équilibre. C'est une vie en fait à récupérer pour les dents. Merci beaucoup. Oui. Pour revenir aux aidants, ce qu'il est important aussi, c'est ce qu'on nous on ressent comme professionnels aussi, c'est qu'on a tous besoin de répit dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il faut, quand on est aidant, par exemple dans une famille, si on a la chance d'avoir des enfants, des frères et sœurs, de partager un peu le soutien et de pouvoir prendre du répit. Et nous, professionnels, nous prenons du répit parce que c'est pas possible d'aider H24, d'accompagner bien une personne H24. Il faut des moments de répit, c'est fondamental. Merci beaucoup. Du coup, je voulais savoir si dans le public, il y avait des personnes qui voulaient intervenir par levage de main. D'accord, très bien. Oui. Hop. Bonsoir. Alors déjà, bravo pour votre pièce. D'ailleurs, j'ai une question à propos de la pièce qu'on a vue au début. Oui. À un moment donné, il y a une scène avec les 3 personnes qui représentent la colère, la tristesse et le déni, qui interrompent la mère, ou plutôt la fille, parce qu'elle est, je sais pas, en pleine crise, ou alors on vient de lui rappeler qu'elle avait peut-être oublié un moment, et on lui dit, bah non, faut pas interrompre, et je voulais savoir si c'était vrai, pourquoi. Oui, alors du coup, dans le spectacle, il y a beaucoup de parties qui se font dans l'espace mental d'Alice, donc c'est plutôt un monde imaginaire.
Donc le spectacle se passe à 90% dans la tête d'Alice. Et du coup, là, en l'occurrence, dans la pièce entière, après que le diagnostic de sa mère soit posé, Alice plonge dans ce monde imaginaire où elle retrouvera des souvenirs de sa mère, où tout allait bien, etc. Enfin, des souvenirs qui la mettent dans une zone de confort agréable. Et du coup, le but des trois personnages, Denis, Colère, Tristesse, c'est de maintenir Alice dans ce petit nuage, dans ce petit cocon. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, la réalité va prendre le dessus. Et bon, là, c'était vraiment très court, mais dans le spectacle entier, du coup, il y a une évolution de tout ça. Et du coup, les souvenirs que Alice cherche à garder, les souvenirs heureux qu'Alice cherche à garder, se dégradent peu à peu. Et dès qu'il y a un couac, normalement, les trois personnages essayent d'intervenir pour détourner l'attention d'Alice. Donc en l'occurrence, dans cette scène-là, quand le personnage de la mère se déconnecte un petit peu, les personnages font diversion pour faire arriver un souvenir heureux où Alice est enfant, etc. Donc tout le but est de faire Alice rester le plus longtemps dans le déni, mais au fur et à mesure, Colère voudra prendre le dessus, Tristesse voudra prendre le dessus, et puis le monde imaginaire commence un petit peu à être moins une safe zone pour Alice. Et à la fin du spectacle, bon, je ne vais pas spoiler, mais il y a quand même un happy ending. Alice finit par accepter la situation, tout va bien. Ok, merci. Mais de rien. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Quelqu'un veut lever la main? Oui, faites passer le micro, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de génétique et est-ce qu'il y a en fait un pourcentage, est-ce qu'on peut chiffrer pour le coup? Oui, en effet, on peut. La maladie d'Alzheimer est rarement génétique, c'est-à-dire que le pourcentage, c'est bien inférieur à 1%, c'est entre 1 et 2 sur 1000. Donc, ce qui n'est pas une petite chiffre, c'est-à-dire que globalement, on calcule qu'en France, il y a au moins 1 million de Français qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Sur 70 millions, c'est quand même beaucoup. Et donc, si on fait quelques calculs, ça signifie qu'il y aura environ 1 500 personnes qui ont une maladie d'Alzheimer génétique. Cependant, ça reste extrêmement rare. Et il ne faut pas croire que la maladie d'Alzheimer soit génétique dans la plupart des cas. Ce qui est le spectacle, en fait, touche d'une façon assez percutante. D'ailleurs, c'est vraiment la difficulté de faire face à un diagnostic de maladie d'Alzheimer, en plus génétique, donc ce qui signifie que ça touche une personne jeune, parce que ça c'est aussi une information importante, on ne soupçonne pas que la maladie d'Alzheimer soit génétique quand elle touche quelqu'un de très âgé ou un grand âge. La suspicion se fait surtout quand on a un début jeune, comme ça peut être autour de 50 ans, ce qui était l'âge du coup du personnage du spectacle. Et en plus, il y a cette espèce d'épée de Damoclès de risque de récurrence dans la famille, ce qui n'est pas un risque absolu, c'est une probabilité, normalement 50% environ, mais ça pèse beaucoup. Et donc au final, on n'a pas à faire face à un cas de maladie d'Alzheimer génétique, mais à une famille concernée directement ou indirectement par une maladie d'Alzheimer génétique. Et ça, c'est très lourd. Mais voilà, ça c'est le pourcentage qu'on peut offrir. Complètement, c'est très lourd et je pense que même une fois les personnes décédées, malheureusement, c'est le cas moi de ma belle-mère, qui est décédée après 12 ans d'un Alzheimer, et donc mon conjoint et ses frères et sœurs pour le coup sont dans une hantise, donc avec une espèce d'épée de Damoclès qui parfois, même pour moi qui ne suis pas directement touchée, peut être dur. Dernière petite question, est-ce qu'il y a un pourcentage, plus de femmes, plus d'hommes? Là aussi, on sait que le ratio femmes-hommes, c'est environ 1,7, 1,8 en défaveur des femmes. Donc ça signifie que ce n'est pas 2 fois plus fréquent chez les femmes, mais on va dire que c'est en 50, 60% plus fréquent chez les femmes. Et ça, c'est pas complètement compris. Il y a des hypothèses sur les effets de la déprivation hormonale péri- et post-ménopausale, mais en même temps, les traitements hormonaux pour prévenir la maladie d'Alzheimer n'ont pas marché. Et d'ailleurs, ils sont fortement déconseillés pour d'autres raisons. Donc, on ne sait pas pourquoi. Dernière question, et je vous embête plus. Mais pour le coup, est-ce que c'est vraiment tous les profils qui peuvent être touchés? Moi, j'ai lu des choses où c'était en lien peut-être avec
avec l'illettrisme, avec des choses comme ça, ou est-ce que réellement, donc, c'est vraiment tout type de profil confondu? Tout type de profil confondu. Par contre, le niveau d'étude va avoir un effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on appelle la réserve cognitive, ça va avoir un effet sur la présentation de la maladie sur un plan des symptômes. C'est-à-dire que les personnes qui sont les plus cultivées, qui ont fait le plus d'études, vont déclarer la maladie plus tard. En fait, ils n'ont pas plus ou moins de risque de tomber malade, mais si elles tombent malades, le cerveau est comme s'il était protégé par une énergie supplémentaire qui dérive du haut niveau éducationnel. Et donc, ce qui fait que quand la maladie commence, le cerveau est plus résistant. Et donc, la perte de mémoire se déclare plus tard. Mais ça ne change strictement rien sur le plan biologique. Sur le plan biologique, la maladie d'Alzheimer est liée à une perte de neurones qui se fait malgré tout indépendamment du niveau d'études. Oui, exactement. Mais dans les phases les plus précoces. Ce qui est déjà quelque chose. Hein. Si quelqu'un doit développer la maladie à 77 ans plutôt qu'à 74, c'est déjà quelque chose. Et peut-être, je me permets juste de rebondir sur une observation que vous faisiez, parce qu'effectivement, nous on constate ça tout le temps, quand il y a le grand-parent qui est tombé malade et le parent en âge, clairement, il existe une hantise, une appréhension. Il faut dire que la maladie d'Alzheimer est une maladie fréquente. À 80-85 ans, il y a environ une personne sur 3 qui est malade. Donc, dire que cela est lié à la génétique et aux prédispositions familiales, ça tient la route partiellement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire que si on a eu plusieurs cas de maladie d'Alzheimer de début tardif, un peu ordinaire dans la famille, on va forcément tomber malade en raison de ces cas. C'est vraiment quand le début est précoce et ça touche vraiment tous les membres de la famille en vertical que là on s'inquiète et c'est le cas peut-être de faire appel à un expert en génétique, mais pas dans un cas de figure où on a des cas plutôt tardifs dans la famille. Je vous remercie. Je vous en prie. Oui, par rapport effectivement à cette question, parce que je sens que ça peut un peu... Justement, Dario, il a dit deux choses, que c'est les formes génétiques, c'est vraiment la partie la moins représentée, et qu'effectivement, on ne connaît pas les mécanismes qui génèrent les maladies neurodégénératives. Par contre, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des facteurs de risque qui sont en commun parfois avec les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. C'est des facteurs de risque sur lesquels on peut intervenir. Je vous cite par exemple le tabac, l'alimentation, le style de vie, le manque d'activité physique. Voilà, les résultats ne sont pas hyper forts et ils n'expliquent pas tout, mais il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, il y a une prévention qu'on peut faire. On ne sait pas bien, on ne connaît pas encore bien les mécanismes en détail, mais il ne faut pas l'oublier. Hein, et surtout quand il y a un diagnostic tardif, il faut pas, c'est qu'on dit, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas penser que ça va tomber forcément dans toute la famille. C'est pas du tout démontré ça. J'ai dû lire dernièrement qu'il y avait des chercheurs qui avaient dit qu'il y avait 2 facteurs, les gens qui ont du diabète et ceux qui ne soignent pas leur vision. Ils peuvent avoir des problèmes sur... Alors, disons que il y a un facteur qui peut-être est encore plus lié que la vision, c'est l'audition. Mais il faut penser aux choses que les capacités cognitives, ce ne sont pas des choses statiques qu'on a et qu'on garde comme ça pour toujours, sans rien faire. En fait, si on n'a pas de stimulation par la vision, l'audition, la lecture, la rencontre avec les autres, la socialisation, ces capacités ne restent pas intactes. Il faut les nourrir. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des neurones qu'on ne comprend pas à plein, mais le cerveau, il faut le stimuler. Donc le manque de vision, c'est plutôt quelque chose qui apporte un manque de stimulation neuronale, comme le manque d'audition, par exemple. Le manque en hygiène du sommeil non correcte, des apnées du sommeil pathologiques, par exemple, sont aussi peut-être en relation. Tout ça, ça revient toujours au même discours. Et ce cerveau, il faut le stimuler pour le garder en bonne santé.
Il y avait une question devant, oui. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de prendre la parole, mais j'avais une petite question. Alors moi, une des grandes idées reçues que j'ai de la maladie d'Alzheimer, c'est que ces personnes-là, elles peuvent être atteintes d'un trouble du comportement et ou d'hallucination. Et je voulais savoir si c'était une conséquence directe de la maladie ou si c'était plus par rapport à des facteurs extérieurs à la personne en elle-même. Je commence et après on peut compléter. Alors, très bonne question. Il faut dire que malheureusement, la plupart des patients qui sont atteints d'une maladie d'Alzheimer vont présenter des troubles du comportement à un moment ou autre de leur histoire de maladie. Pour nous dire qu'est-ce que c'est un trouble du comportement, ça peut être tout, ça peut être déjà un manque d'initiative, une apathie, une perte de plaisir dans ce qui nous motive, ce qui nous tient en vie, ce qu'on appelle une anédonie, une abolie, une clinophilie, donc une envie de rester au lit sans rien faire. Ça, c'est déjà un trouble du comportement. Et ça, c'est fréquent chez les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Par contre, les troubles du comportement comme une hyperimpulsivité, une agressivité, une agitation psychomotrice, ça, c'est un peu moins fréquent. Et en tout cas, c'est plutôt rare dans la phase de début de la maladie, mais on peut le voir plus tardivement. Et parfois, on peut développer des goûts atypiques pour les aliments, ou manger un peu n'importe quoi, n'importe comment. Ça également, ce sont des troubles du comportement. Et bien, il faut savoir que, effectivement, la maladie, quand elle avance, elle fragilise le cerveau. Donc, elle va s'étendre des zones purement liées à la mémoire, à des régions qui font autre chose, et notamment la régulation, la modulation du comportement. Ce n'est pas la règle, mais ça peut arriver. Ça caractérise surtout les phases de la maladie modérée à sévère. Cependant, je trouve qu'il est largement sous-estimé l'impact des facteurs environnants, les facteurs autour sur le déclenchement de ces troubles du comportement. Malheureusement, il est encore très répandu la pratique qu'une patiente atteinte de la maladie commence à être agitée, un peu plus irritable, intraitable. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un traitement pour le sédater, pour le calmer, pour le faire dormir. Sauf qu'on sous-estime l'impact défavorable d'une bonne partie de ces traitements qui peuvent d'une façon paradoxale augmenter l'agitation. Du coup, ça crée vraiment une spirale où on agit à coups de médicaments qui ne font qu'augmenter les troubles du comportement sur le long terme. Et les hallucinations aussi, d'ailleurs. Ça rentre un peu dans le même spectre. À un moment donné, la maladie peut déclencher des hallucinations, mais pas dans tous les cas, les hallucinations nécessitent un traitement pharmacologique. Donc, si la maladie peut déclencher ce type de manifestation, c'est sûr qu'un contexte qui est peu sécurisante pour la personne, où la personne se sent seule, abandonnée face à ces difficultés cognitives qui sont plus ou moins interprétées, mais qui vont quand même avoir un impact sur son vivre, ça peut vraiment faire dégringoler leur équilibre psychique interne et donc laisser répandre ces comportements. Alors que agir d'une façon, on dit une thérapie comportementale, basée sur l'accompagnement, sur la présence autour, sur de la bonne rassurance et le détournement de l'attention, permet vraiment d'améliorer le confort de vie de ces personnes et réduire l'émergence de ce type de troubles. Si, effectivement, juste une chose, parce que des fois le trouble de comportement devient un problème central et qui est une approche de ce type, comme dit Dario, c'est faisable, on peut l'apprendre, mais des fois on ne peut pas y arriver si on n'a pas les moyens. Et c'est là que des fois des professionnels doivent intervenir. Et c'est là que des fois on se retrouve aussi, par exemple, à conseiller l'institutionnalisation. Parce que ça devient trop dur pour les familles, ça devient impossible peut-être, parce que des fois, moi je dis, même nous, on a des difficultés à faire face. Du coup, je dis, chez vous, vous ne pouvez pas faire face à ce genre de problème. Et ça peut être fréquent, c'est pas toujours avec de l'agressivité, des dommages vers les autres, mais c'est un problème effectivement central des fois. Ce qu'on remarque beaucoup en EHPAD, c'est dès qu'il y a des changements
qu'on ne peut pas anticiper, hein, un changement de lumière ou un changement d'ambiance ou une nouvelle personne qui parle d'une certaine façon. Ça peut créer des troubles de perception pour la personne. Et puis après, il y a toutes les problématiques fonctionnelles, enfin somatiques, c'est-à-dire un patient Alzheimer qui a des troubles avancés, qui, je sais pas, qui a le Covid ou qui a une infection urinaire, peut générer des troubles du comportement. Et donc c'est pour ça qu'un médecin présent, un médecin généraliste, hein, qui peut faire un diagnostic sur les problèmes somatiques des patients Alzheimer, c'est important parce que c'est parfois un problème d'hydratation ou un problème de transit peut créer beaucoup de troubles du comportement chez ces personnes. Du comportement, j'ai aussi envie de rajouter que quand les patients qui ont des maladies d'Alzheimer, quand on leur dit qu'ils ont une intervention dans la journée, pour eux, ils sont obligés de développer énormément d'énergie. Ce qui fait que quand on les stimule, dans la stimulation, c'est bien de stimuler parce que ça fait travailler le cerveau, mais il faut y aller aussi à un rythme plus doux. De dire à quelqu'un de ce matin tu vas avoir ça comme activité, cet après-midi tu as ça et après tu as ça, pour quelqu'un de normal on va dire bon ça va, il y a 3 activités dans la journée, c'est pas énorme. Pour quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, déjà se concentrer sur une seule activité, c'est énorme pour eux. Ça développe, pour eux ils sont obligés de dégager énormément d'énergie, que ce soit la concentration, que ce soit l'organisation, tout demande énormément de temps et d'énergie, ce qui fait que ça sert à rien d'aller trop dans la stimulation. Il faut aller vraiment au rythme de la personne. Si elle vous dit stop, on arrête. Si à 18h, la personne n'a plus envie de faire quelque chose, il ne faut pas aller plus loin parce que ça va générer justement des troubles du comportement. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ah oui, alors... Oui, je voulais savoir si... lorsqu'on a une autre maladie, je pense aux maladies du SNC, enfin du système nerveux centralisé, à la sclérose en plaques, parce que c'est ce que j'ai. Je voulais savoir si il y avait plus de prédisposition à... est-ce qu'on serait sujet à développer d'autres maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, et si tel est le cas, comment on fait déjà que l'information ne passe pas très bien pour soulever les guiboles ou les bras? Ça risque d'être un peu plus compliqué si on a une maladie comme Alzheimer. La sclérose en plaques n'est pas un facteur, disons, démontré de risque pour développer une maladie d'Alzheimer. Donc voilà, vraiment les voies biologiques sont assez distinctes. La maladie d'Alzheimer est une maladie propre aux neurones, du coup qui tombent malades et qui meurent petit à petit, alors que la sclérose en plaques est une maladie du système immunitaire qui commence à attaquer en fait le câblage électrique qui relie les neurones entre eux. Donc je ne verrai pas les choses dans cette optique-là. Par contre, la sclérose en plaques, il est très important de s'en occuper, d'être suivi par des neurologues experts dans la thématique, parce que c'est une maladie pour laquelle il existe des traitements qui, cette fois-ci, sont très efficaces. En fait, l'histoire naturelle de la maladie a changé, mais énormément sur les dernières 20 années, parce qu'il y a eu énormément de traitements qui ont été introduits. Et soigner la sclérose en plaques en temps et en heure avec des traitements qui vont vraiment ralentir nettement l'évolution, protège le cerveau par les dégâts liés intrinsèquement à la maladie et qui, si non traités, peuvent se traduire aussi dans un handicap cognitif. Alors qu'aujourd'hui, on voit ça de moins en moins souvent. Et justement, pour rebondir là-dessus, il n'y a pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer qui permettrait de ralentir justement la progression et... Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a eu beaucoup d'essais thérapeutiques, mais vraiment, on peut compter là sur de nombreuses dizaines et peut-être même une centaine, à partir des années 2000, sur la maladie d'Alzheimer. Et il a fallu attendre fin 2022 pour avoir les premiers résultats positifs, donc affirmatifs, qu'effectivement, oui, nous avons la possibilité de ralentir la cascade biologique de la maladie d'Alzheimer. Donc sans rentrer trop dans le détail, on va dire qu'il existe désormais 3 traitements qui ont fait preuve d'efficacité dans des contextes très sélectionnés chez des patients
très sélectionnés, qui ont très peu de contre-indications à recevoir ce traitement, qui sont très invasifs d'ailleurs. C'est comparable à des chimios en fait par rapport à ces perfusions à faire tous les mois et, avec un nombre considérable d'effets secondaires. Mais les résultats que les chercheurs ont pu démontrer sont assez spectaculaires sur le plan biologique, c'est-à-dire que les protéines toxiques qui vont à terme causer la mort des neurones peuvent être vraiment nettoyées du cerveau d'une façon efficace avec environ 1 an de traitement. Par contre, ce qu'on n'a pas réussi à démontrer jusqu'à présent, c'est que ce nettoyage soit vraiment efficace pour redonner la mémoire aux personnes ou bien éviter qu'ils la perdent trop vite. Ça va être lié à deux facteurs, soit on s'est trompé de cible, on a fait quelque chose qui marche très bien sur un plan biologique, mais cela n'est pas utile sur un plan clinique, et j'espère que ce ne soit pas ça la bonne réponse, soit alors qu'on s'est donné trop peu de temps pour observer à long terme les résultats de cette recherche. Parce qu'à présent, on voit des toutes petites différences qui sont significatives sur un plan statistique, mais qui ne vont jamais parler aux patients et à leur famille, parce que ça ne change vraiment rien sur leur évolution à long terme, mais on n'a que 1 an et demi, 2 ans de recul. Donc je pense que c'est la décennie actuelle, et toutes les années à venir seront vraiment cruciales pour savoir si les traitements qui semblent marcher si bien sur un plan expérimental vont apporter un bénéfice sur le plan clinique. Et si c'est le cas, ce qu'on espère, on aura un traitement qui pourra au moins ralentir la maladie. Mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est en chemin. Exactement. Il y avait une autre main levée tout à l'heure, oui. J'ai fait attention à ça quelque chose. Bonsoir tout le monde. Déjà, bravo pour votre spectacle, merci. Et ma question, c'est de savoir quels sont les signes qui montreraient qu'il faut aller consulter pour être diagnostiqué, parce que parfois ça nous arrive d'oublier des choses et tout. Voilà. Je dirais, Dario, on peut me corriger, c'est surtout quand ces signes, des oublis, ils commencent à devenir à avoir un impact sur la vie de tous les jours. En fait, si ces oublis sont fréquents, s'ils nous empêchent effectivement de faire des choses qu'on fait d'habitude, s'il y a quelque chose de dangereux qui se passe et que ça se répète avec fréquence. Et des fois, c'est aussi c'est les gens autour, la famille qui rapportent des plaintes, parce que la personne qui a les symptômes, elle ne se rend pas vraiment compte, souvent. Et le plus souvent, c'est le conjoint ou les enfants qui passent voir le médecin traitant pour convaincre le papa ou la maman à consulter. Et donc, c'est ce regard extérieur aussi qui peut permettre un peu de comprendre si la problématique est importante. Et après, en fait, rien n'empêche, surtout, il y a un facteur de risque qui est important et c'est l'âge. Et donc, à un certain âge, effectivement, si ces oublis commencent à devenir embêtants, rien n'empêche de consulter. Voilà, juste pour éliminer quelque chose de pathologique. Et après, reconsulter à distance de quelques années, parce que c'est souvent ce qui après se passe, même un premier bilan qui est négatif. Après, on peut revoir les médecins à distance pour les faire un point à distance, faire une imagerie. Mais voilà, je ne sais pas si... Je trouve que dans les premiers, alors je me trompe peut-être, mais dans les premiers symptômes, il y a aussi l'évitement. C'est-à-dire que quand on commence à se rendre compte que les gens qui sont autour de vous refusent des invitations, s'enferment un peu plus chez eux, font moins de choses, il y a une espèce d'apathie, une espèce un peu de syndrome dépressif. Je trouve que c'est là qu'il faut commencer à aller voir, en tout cas d'en parler avec le médecin traitant déjà. Parce que ça, c'est quand même un des premiers symptômes, c'est l'évitement. C'est en fait, c'est notre défense. Pour ne pas se retrouver dans difficulté, on préfère ne pas y aller. Donc on refuse des rendez-vous, on refuse d'aller voir des gens, on va pas dîner parce que c'est difficile d'entendre et de comprendre tout un discours, ou en tout cas sur des conversations au restaurant, des choses comme ça. Voilà. Quand ça commence à devenir difficile, quand on voit des gens qui se replient sur eux-mêmes, je pense que c'est ça. Après je me trompe peut-être, mais je trouve que c'est des premiers symptômes sur lesquels il faut s'alerter.
suis d'accord aussi parce que toute forme de dépression à un grand âge nécessite quand même vraiment un avis médical parce qu'en général c'est pas habituel de développer une dépression tardivement. Enfin, ça peut arriver, mais quand il n'y a pas de terrain psychiatrique et des épisodes dépressifs pour le passé, souvent une dépression masquée peut être une première manifestation d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive d'ailleurs. Et pour les dents, pour les proches des personnes qui oublient, je pense un petit élément qui peut être utile, c'est par exemple de vérifier si la personne a complètement effacé les traces de leurs souvenirs, de leur mémoire ou pas. Parce que avoir des oublis bénins, mais dont on se rattrape vite, et qu'au final des informations qui ne sont pas vraiment perdues, c'est juste qu'on met un peu plus de temps à le retrouver, ça en fait arrive dans la vie tous les jours et ça peut être motivé pour un manque de sommeil, un peu de fatigue, le fait qu'on pense à autre chose, qu'on est peu intéressé. Mais par contre, quand quelqu'un constate que par exemple il y a eu une conversation téléphonique il y a 2 jours et cette personne a complètement oublié, ou par exemple un rendez-vous mais manqué, mais comme si ça n'était jamais fixé dans la mémoire, là peut-être c'est le cas de stimuler une consultation. Et puis en général, au moindre doute, il vaut mieux toujours consulter. Peut-être que ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, mais ça peut être un syndrome d'apnée du sommeil, une carence en hormones thyroïdiens ou autre chose. Enfin, voilà, donc dans le doute, il vaut toujours mieux se renseigner et consulter. D'accord, et du coup, merci. Et du coup, c'est à nous d'insister auprès du médecin pour consulter un spécialiste, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a certains médecins généralistes qui sont vraiment bien sensibilisés à la problématique et qui sont capables de faire une anamnèse, une histoire méticuleuse déjà, de visiter la personne parce que, bon, aussi l'examen neurologique c'est important, et aussi parfois de faire passer des petits tests de mémoire vraiment de débrouillage. Et après, c'est le médecin généraliste a un doute ou quand même ne se sent pas compétent sur ce type d'évaluation, c'est le médecin généraliste qui fait un courrier d'adressage dans un centre de gériatrie ou de neurologie, dans un centre mémoire de proximité, de premier recours, et donc la personne peut accéder à une évaluation plus spécialisée. Merci. On peut aussi conseiller à ses parents, par exemple, qui approchent 80 ans, de faire un bilan gériatrique dans un hôpital de jour. C'est des solutions qui permettent de faire vraiment le tour de la santé de la personne, au-delà de la santé cognitive, physique, avec un kiné, un psychologue, un neurologue, un médecin. Et je pense que c'est bien de faire ça. C'est la sécurité sociale qui offre ça en plus, souvent. En gros, il faut, pour la personne, en fait, il faut penser que quand il y a des problèmes cognitifs, des troubles de la mémoire, en fait, il ne faut pas partir tout de suite avec la maladie d'Alzheimer comme hypothèse principale. C'est qu'on fait un bilan mémoire, c'est d'écarter des choses qui sont modifiables. Je fais des exemples, même en dépression, ce qui empêche de bien se concentrer et de bien stocker les informations, ça peut être à l'origine d'un trouble de mémoire. Tout simplement un dysfonctionnement de la thyroïde aussi, ou une anémie profonde qui n'est pas diagnostiquée. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent avoir un impact sur notre capacité, nos capacités cognitives. Et il y a beaucoup de choses à faire, et très important, la stimulation. La stimulation à travers même l'activité physique adaptée ou des ateliers pour les personnes âgées, ça peut avoir beaucoup de bénéfices. Oui, il y a des mains qui se lèvent, donc le micro peut-il... Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour mieux communiquer et recréer du lien avec une personne qui est atteinte d'Alzheimer ? Oui, en fait, on a beaucoup un peu de recul sur ça. C'est qu'on disait tout à l'heure, je me souviens qui, c'est effectivement de ne pas mettre en échec la personne. Plutôt que la ramener dans le monde disons entre guillemets des normaux, c'est de rentrer dans son monde. Avant de venir ici, j'ai eu un exemple magnifique. C'est une dame qui est en face de mon bureau, qui pense que je suis le directeur de la société des téléphones. Et elle attend de maladie d'Alzheimer. Elle m'a demandé si je pouvais m'occuper de sa ligne téléphonique. Alors, bien sûr, pour vous faire un exemple là-dessus, je ne suis pas allé là disant
c'est pas moi, je suis le médecin, je sais pas faire, je peux pas vous aider. J'ai essayé d'avoir un contact, une approche plutôt calme, tranquille, et d'aller dans son sens. Donc, sans trop expliquer, parce qu'en fait, le centre de la communication avec ce genre de patient, c'est l'émotion. Ça peut être un peu bête à dire, mais tout ça se joue sous les émotions. Donc, c'est pas la peine de les convaincre qu'ils n'ont pas raison, qu'ils sont en train de dire une chose non correcte. C'est plutôt de répondre à leurs besoins et de le faire en gardant le calme et la rassurance. Donc c'est plutôt ça. En fait, ce qu'ils ont perdu en termes de capacités, ils ne vont pas le regagner. Et donc la chose meilleure qu'on puisse faire, c'est de rendre leur vie la meilleure possible. Je vais rajouter un point qui nous est très cher, c'est la gentillesse tout simplement. Quand on est gentil et en intention positive avec une personne qui est... D'ailleurs ça marche avec toutes les personnes, mais avec une personne qui a Alzheimer, c'est formidable la façon dont on peut rentrer en relation avec lui ou avec elle. Et même on retrouve dans ces instants-là, quand la confiance s'est installée dans le lien, des moments de clairvoyance, des moments de lucidité, des moments d'humour et d'intelligence. Et quand on arrive, nous en tant que professionnels, on est formés à communiquer avec les patients Alzheimer et on est attaché à eux, on les voit comme une personne et pas comme l'ancien mari ou l'ancien père qu'il était. Et quand on entre dans cette relation, je vous assure qu'on est heureux et qu'ils sont heureux. C'est à vous de s'adapter à eux et pas à eux de s'adapter à nous. On a aussi, on a eu une expérience aussi dans l'unité avec une comédienne récemment qui a préparé des ateliers autour des chansons d'amour. Et donc elle a réévoqué un peu les souvenirs qui étaient en lien avec ces chansons d'amour proposées par le patient lui-même. Et je vous assure, c'était quelque chose d'incroyable parce qu'il y a des souvenirs qui venaient à l'esprit et on les voyait sourire, et faire des choses, chanter, danser. C'était en fait, c'était thérapeutique et c'était tout juste autour d'une chanson, sans forcément essayer de les ramener à la normalité, disons. Et pardon, justement, comment on explique que des souvenirs anciens puissent revenir alors que les choses les plus récentes, ils ne s'en rappellent pas, comme par exemple ce qu'ils ont mangé le midi? Est-ce que c'est au niveau des neurones qui sont attaqués en premier ou... Oui, en effet, c'est exactement ça l'explication. Les souvenirs anciens, ils ont pris vraiment racine dans l'ensemble du cerveau. Ils ne sont pas dépendants des structures qui s'appellent les hippocampes et qui sont responsables du stockage des nouveaux souvenirs et qui sont les premiers à être endommagés dans la maladie d'Alzheimer. Alors qu'en fait, les souvenirs anciens sont les plus résistants et plus on remonte en arrière dans le temps, parce que c'est aussi les souvenirs qui sont réactivés par l'émotion. C'est les souvenirs qui prennent, c'est pas au hasard qu'ils sont les souvenirs les plus stables, les plus forts, parce que c'est les moments marquants de la vie. Je sais pas, le nom de ses enfants, enfin le prénom des enfants, les moments marquants de la vie de la jeunesse, les souvenirs importants de son histoire personnelle. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'activer les canaux des émotions aussi basés sur ces souvenirs, ça peut être un excellent lien pour la communication avec ces personnes. Déjà une première main qui s'était levée. Oui. Oui. Est-ce que l'habitude, la régularité ou sans aller jusqu'au rituel, que ce soit quotidien ou hebdomadaire, est une bonne formule pour stimuler le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer? Ou est-ce qu'il n'y a pas un risque de tourner en rond justement et d'entrer dans la confusion? Non, au contraire, ritualiser bien la journée, c'est hyper important pour le patient parce qu'il va se retrouver dans cette... D'abord parce qu'on est ritualisés tous. Oui. On se lève le matin, on a tous des habitudes. Et ces habitudes-là, pour eux, c'est aussi très important.
Donc ça, il faut les respecter et il faut qu'elles soient toujours les mêmes. C'est pour ça aussi qu'on fait des calendriers où on explique bien tout ce qui se passe dans la journée, l'écrire. Il faut que ce soit ritualisé et que ça recommence tous les jours. En tout cas, à domicile. À domicile, c'est important parce que c'est comme ça qu'ils retrouvent bien ses repères. D'accord. Merci. Justement, c'est quand ils arrivent à l'hôpital, les premiers jours, tout ça est mis à l'air et c'est catastrophique. Et effectivement, ça arrive que les enfants ne reconnaissent pas leurs parents. Souvent, ils disent, depuis qu'il est à l'hôpital, il va mal, il va très mal. Donc, mais effectivement, c'est vrai, en soi, l'hôpital il est délétère parce qu'il casse tout ce schéma. Et donc, et à la fin, après quelques jours, la personne retrouve en routine les soignants, le petit-déj, le goûter, la visite des médecins, et la situation, ça se calme. Oui, je dirais c'est vrai qu'il faut un cadre et il y a un temps d'adaptation au nouveau cadre. Donc au niveau du bâti, au niveau des repères, c'est important. Mais quand même, dans la journée, même s'il faut un calendrier, enfin un agenda, il faut aussi des surprises, il faut aussi des moments nouveaux, des rencontres nouvelles. Il ne faut pas oublier qu'un patient Alzheimer, ça reste un individu qui aime rencontrer des gens nouveaux et qui aime interagir avec des personnes. Donc il aime voir les visages habituels et il reconnaît un peu les soignants. Mais il est très content quand un visiteur inconnu lui dit « Bonjour monsieur, je suis madame machin, madame un tel », etc. Il aime rencontrer des gens nouveaux, mais il faut que ce soit dans un environnement quand même un peu calme, un peu serein, toujours dans la gentillesse et dans pas trop d'activité, pas trop de stimulation non plus. Oui, du coup, il y avait... tu avais levé la main. Oui, ça y est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le micro, il est... Oui. C'était pour savoir, pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer précoce. Donc, vous avez dit qu'il y en a qui pouvaient avoir en dessous de 50 ans, même à partir de 50 ans, c'est encore jeune. Est-ce que ces personnes-là doivent définitivement arrêter de travailler et comment se passe l'accompagnement? Est-ce qu'ils sont directement suivis assez rapidement? Est-ce que c'est à domicile parce qu'ils sont pas en EHPAD? Et est-ce que c'est gratuit? Merci. L'accompagnement pour la personne qui est touchée. Alors, sur une personne jeune, alors déjà il y a la reconnaissance par la sécurité sociale à partir du moment où il y a un diagnostic, donc il y a une prise en charge à 100% pour tout ce qui est les soins et les reconsultations et l'accompagnement, enfin la prise en charge, stimulation, orthophoniste, psychomote, tout ça c'est pris en charge par la sécurité sociale. Après il y a une reconnaissance quand on est sur un patient jeune qui travaille, qui peut être en capacité de garder encore son emploi à un stade précoce, il peut continuer à travailler. Ça, on peut trouver des astuces. Moi, j'ai eu un patient, on enregistrait les réunions parce qu'il avait sa concentration était perdue, donc il pouvait retransmettre après toute la réunion. Il l'a réécouté sur son enregistreur. Enfin, voilà, il y a des petites astuces. On peut faire une demande aussi. Il y a le télétravail aussi qui peut aider aussi parce qu'il y a moins de stress en restant chez soi. Après, il y a la reconnaissance de travailleurs handicapés par la MDPH. Donc, à partir du moment où on est une personne jeune, moins de 60 ans, on se fait directement reconnaître, on part à la MDPH. Et après, tout se suit. S'il y a besoin d'aide, c'est la MDPH qui prendra en charge les aides. Et comme ça, jusqu'à l'institutionnalisation. Mais c'est la MDPH, en fait, c'est la maison départementale des personnes handicapées, l'ancienne Cotorep, qui reconnaîtra la personne et qui accompagnera, en tout cas financièrement, l'accompagnement de la personne. Si la personne, si elle doit rentrer dans un établissement, il suffit que l'établissement demande de l'autorisation à l'ARS pour pouvoir accueillir une personne plus jeune que 60 ans, puisque c'est à partir de 60 ans qu'on accueille des personnes en EHPAD. Et puis financièrement, il y a l'aide sociale à l'hébergement en EHPAD. Donc là, c'est un dispositif du département qui peut prendre en charge la différence du prix de l'EHPAD sur un certain montant. Voilà.
dispositifs qui existent. Oui, le micro. J'ai une question qui n'est pas très joyeuse, mais la maladie d'Alzheimer peut être longue sur la fin, donc lorsque la personne en fait pour le coup ne parle plus, n'a plus aucune fonction hormis de déglutir et d'avaler. Est-ce que quand même la personne est consciente? Est-ce qu'elle je sais pas quoi penser lorsqu'elle est un petit peu en état de légumes, végétatif, hormis, voilà. Est-ce que quand même elle comprend, elle reconnaît, puisqu'elle en fait elle est vide, quoi. En effet, ça représente un peu l'une des frontières de la conscience, parce que la conscience, quelle est sa désignation? C'est la capacité de comprendre l'endroit où on se retrouve. Et on sait très bien que les personnes avec une maladie d'Alzheimer sont désorientées dans le temps, dans l'espace. Comprendre qu'on est une personne, donc avoir conscience d'elle-même et qu'on est différent des personnes autour, et on sait que quand la maladie d'Alzheimer est très avancée, les personnes fatiguent à se reconnaître elles-mêmes au miroir et mélangent complètement les personnes autour d'elles. Donc c'est clair que la maladie d'Alzheimer, bien que ne va pas toucher ce qu'on appelle la vigilance, donc l'état d'éveil, l'activation générale du cerveau, va désorganiser la conscience jusqu'à des conséquences extrêmes où effectivement elle est très très affaiblie. Cependant, moi je dirais à aucun moment qu'un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer est inconscient. Même dans les phases les plus sévères, l'expérience de toutes les personnes qui ont eu affaire avec des patients très très évolués va quand même retrouver des portes d'accès à l'esprit de la personne, qui certes se font de plus en plus rares et étroites au fur et à mesure que la maladie avance, mais les personnes restent quand même perméables à un certain type de contact. Et là encore, ça va être de moins en moins de contacts rationnels et intellectuels, et de plus en plus de petits moments de contact émotionnel. Je pense que c'est des personnes qui gardent une vie intérieure. Certes, on n'a pas beaucoup d'accès à cette vie, on ne peut pas l'exprimer en des termes langagiers et rationnels, mais il y a certainement quelque chose qui persiste, et cela jusqu'aux phases les plus avancées de la maladie. On pourrait aussi se dire que cet effondrement de la rationalité et de la conscience dans les phases avancées de la maladie les protège aussi, parce que c'est des personnes du coup qui vont souffrir beaucoup moins que leur entourage de leur perte de mémoire et de leurs difficultés, de leur handicap. Et ça, c'est en fait un peu une caractéristique qui rend peut-être ces phases de la vie et de la maladie un peu plus faciles à supporter aux patients touchant d'une maladie d'Alzheimer que dans d'autres contextes. Quelle est la phase terminale de cette maladie? C'est la norme qui s'arrête? Je peux intervenir sur les patients, puisqu'on accompagne les patients jusqu'à la fin de vie, donc les patients Alzheimer et autres. Moi, ce qui me frappe, c'est la non-perception de la douleur. C'est-à-dire que beaucoup de médecins, le médecin qui suit nos patients me disent, moi je ne suis pas médecin, je suis dans la gestion, mais beaucoup de médecins nous disent, mais il a le visage reposé. Par contre, il perd toutes ses capacités. Par exemple, s'il se lève, il va tomber parce qu'il ne sait plus marcher. S'il mange, il va faire une fausse route parce qu'il ne sait plus déglutir. Et à un moment donné, toutes les fonctions vitales vont s'amenuire comme une bougie qui se termine. Donc c'est une fin de vie la toute fin de vie, au sens médical du terme, qui est assez calme. En fait, la personne est alitée et on l'accompagne justement dans les moments d'échange, plutôt dans du soin thérapeutique, dans du soin de confort, pour qu'elle soit propre, habillée dans son lit, visitable par les proches. Et la personne dort beaucoup, en fait. Elle dort beaucoup et les phases d'agitation sont très, très, très faibles à la fin. Donc c'est une fin de vie assez
classique, avant la fin de vie, il y a peut-être des troubles du comportement aigus, avec des chutes répétées ou des moments de stress plus forts, et là, c'est la médecine qui accompagne avec des traitements ou de l'accompagnement. Voilà. Juste, oui, et juste effectivement, il faut rappeler aussi que souvent la faim, c'est pas forcément lié à la maladie d'Alzheimer, mais avec l'âge, ces personnes, ils sont un peu plus fragiles que les autres, ça on le sait. Mais ils vont en compte à des pathologies comme les autres, les pathologies cardiaques, néoplasiques, des infections sont très fréquentes. Donc il ne faut pas forcément imaginer le malade d'Alzheimer qui passe forcément par ce stade au lit, sans bouger, sans parler, sans manger. Ça n'arrive pas toujours, c'est pas fréquent honnêtement. C'est des personnes qui vieillissent et qui ont d'autres problématiques de santé, et souvent c'est les autres problématiques qui les amènent aussi à la fin, en sachant qu'ils sont plus fragiles que les non-malades d'Alzheimer, ça c'est vrai. Alors on va accueillir encore une ou deux questions, s'il y en a ou pas. Oui. Moi je voudrais savoir, est-ce que la maladie se développe en longtemps ou sur beaucoup d'années ou... Oui, il s'agit d'une maladie extrêmement lente. Enfin, dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, c'est une maladie dont l'évolution se fait en moyenne sur plus d'une décennie. On peut plus. Enfin, c'est vraiment une maladie lente. Et comme Christian le disait justement, c'est souvent une maladie avec laquelle la personne décède, mais pas à cause de laquelle. Donc, oui. En fait, c'est ça aussi qu'on essaie de faire quand on réalise l'annonce diagnostique auprès du patient et de la famille. D'abord, ça semble vraiment un fardeau ingérable, et du coup, tout de suite, on se prépare à la perte de la personne là rapidement, et après, on se rend compte qu'en effet, c'est une situation qui impose une chronicité, une évolution qui se fait lentement. Et il y a parfois des patients qui ont des évolutions qui sont plus lentes que d'autres. On ne sait pas pourquoi cela arrive, mais cela peut arriver. Et donc, nous, on est content de constater qu'il y a des cas où la maladie d'Alzheimer progresse assez lentement. Donc voilà, c'est impossible de faire une prédiction individuelle. Moi, je ne réponds jamais à la question combien de temps il me reste, parce qu'en fait, on ne peut jamais le dire. Il y a d'autres secteurs de la médecine où on peut faire des estimations un peu plus précises, quoique c'est jamais une bonne conduite à mon sens, mais dans la maladie d'Alzheimer, on peut vraiment jamais le dire, c'est imprévisible. Et puis, effectivement, on peut partir plus tôt à cause de tout autre problème de santé qui n'a rien à voir avec la maladie, et cela arrive également. Juste quand quelque chose de très important, c'est avec les maladies de la mémoire, les maladies de la cognition, il ne faut pas non plus se fixer sous l'évolution, le temps, les capacités de mémoire, mais nous ce qu'on cherche, c'est savoir qu'est-ce que la personne est capable de faire. Et quand il y a une fonction qui se perd, par exemple, je vous dis, gérer correctement l'hygiène, alors c'est là qu'on met en place des aides, et c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est pas forcément comment la maladie évolue en sens strict, mais qu'est-ce que la personne perd en termes de fonction et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'aider. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Cette maladie est mondiale, et quelle est la répartition? Est-ce qu'en Europe il y en a plus que aux États-Unis? Alors, dans les pays occidentaux, disons que comme on vieillit plus, effectivement, et en prévalence, du coup, en nombre de cas sous la population globale qui est plus importante. Donc ça, c'est un facteur déterminant, et c'est l'espérance de vie. Donc, l'Allemagne et la France, les dernières, je sais que avant c'était l'Italie, après c'était le Japon, maintenant l'Allemagne, mais c'est... Strictement la répartition démographique. Là, c'est vraiment la maladie émergente avec laquelle ils ont fait les mutilations en Inde, en Chine, parce que la qualité de vie, le nombre d'années de sauver est beaucoup plus important, et donc on a beaucoup plus de cas. Et, voilà. Donc plus la population est vieillissante, plus les cas en trouve.
Bonsoir. Alors, pour le coup, moi, j'ai perdu un proche et on n'a jamais su vraiment si c'était la maladie d'Alzheimer ou si c'était dû à quelques AVC, une perte de mémoire progressive. Mais c'est vrai que plus je vous écoute parler, plus j'ai l'impression que c'est ce par quoi la personne est passée, ce par quoi ma famille et moi on est passé. Et du coup, je voulais savoir s'il y a potentiellement d'autres chemins pour arriver au même stade à la fin et avoir les mêmes symptômes sur le chemin sans forcément avoir eu la maladie d'Alzheimer, ou s'il y a de fortes chances que c'est ce qu'elle a eu en fait. Oui, effectivement, ce qu'on appelait avant démence, mais maintenant on appelle trouble neurocognitif majeur. C'est une famille de pathologies et l'origine de ce trouble cognitif, ça peut être la maladie d'Alzheimer par exemple, ça peut être une maladie neurovasculaire, donc des AVC, des fois c'est même des micro-AVC qui se répètent dans le temps. Il y a des formes de maladie de Parkinson qui s'accompagnent à une perte de capacité cognitive. Il y a une autre pathologie qui est la maladie à corps de Lévy. Voilà, il y en a plusieurs et parfois les symptômes ils sont superposables et le diagnostic ça se fait en bilan de mémoire. Parfois c'est difficile, on n'arrive pas au diagnostic au premier bilan. Il faut faire des bilans en séquence. Mais c'est vrai que chaque forme a ses caractéristiques. Et la maladie d'Alzheimer reste la plus fréquente parmi les autres. Mais par exemple, il y a des attentes vasculaires qui peuvent provoquer la perte de capacité à chaque fois qu'il y a un accident vasculaire. Merci. Oui, moi ma question c'était, vous avez dit tout à l'heure que ces personnes étaient plus fragiles, c'est-à-dire qu'elles attrapent plus facilement d'autres pathologies. Alors oui, on voit qu'ils répondent moins bien aussi quand il y a une agression. Souvent c'est parce que voilà, les dommages et la perte cognitive provoquent une mineure défense. Des fois c'est aussi des mécanismes immunitaires et des fois aussi c'est la capacité surtout de récupérer après un épisode aigu. En fait, par exemple, une grippe, jamais banale, mais une grippe banale, chez un patient Alzheimer, peut provoquer des dégâts majeurs parce que là où il y a une fragilité cérébrale, il peut y avoir plus facilement une confusion, une agitation, une perte de repère, une aggravation du coup temporaire des troubles cognitifs. Parfois, ça peut s'accompagner, par exemple, à une agitation nocturne, une chute. La chute, ça s'accompagne des fois à la fracture de fémur. Voilà, c'est toute une cascade de choses qui fait que parfois, ces personnes peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Même, par exemple, on parlait tout à l'heure des troubles de transit, des troubles de la rétention d'urine, des infections urinaires. C'est ça qui les fragilise. Après, c'est au cas par cas. C'est difficile de l'expliquer en quelques minutes, mais oui, c'est un peu pour ça. C'est surtout la réponse et la capacité de récupérer après un épisode aigu, après une maladie aiguë qui est différente. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question qui veut se faire? Autrement, on va passer, du coup, on va faire la transition avec le reste de la soirée. Donc moi, j'ai une dernière question à vous poser. Supposons du coup que... Oui? Moi aussi, après. Ah oui, bah, commencez. Non, la modalité de l'annonce, elle a été un peu... oui, hein, mais... En fait, l'annonce, on ne le fait pas forcément comme ça. C'était un peu dur. Hein. Non, mais j'ai compris le sens de la scène, oui. Du coup, en parlant du spectacle, supposons, je vais vous poser une question à vous tous là, enfin vous. Alice vient vous voir, ça fait 5 ans qu'elle a coupé tout contact avec sa mère parce que du coup, elle est, comme on a pu le voir, elle a eu du mal à accepter cette situation. Ça fait, elle a eu une petite fille depuis, elle a accouché. Et comment vous pourriez, là elle revient vers vous, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour retrouver contact avec sa mère?
Ouais, en fait, du point de vue qu'on est vraiment des raisons intimes, il faudrait que Alice retrouve la personne derrière la maladie et que puisse faire un parcours serein d'acceptation du fait que non, c'est pas la mère qui lui en veut, qui la déteste, qui a rendu sa vie horrible, c'est la maladie dont la mère est victime. Donc elle doit être capable de faire abstraction entre les deux choses et arriver à dégager les éléments importants qui l'ont rendu la personne qu'elle est devenue grâce aussi à sa mère, là qu'elle est en train d'assumer le rôle d'être maman à son tour, et donc être justement capable de réveiller ce dialogue purement émotionnel, très primordial d'ailleurs, qui se fait entre un parent et son enfant et que peut-être elle est en train de vivre du côté opposé dans sa situation de vie. Et donc tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Il faut d'abord savoir où la personne se situe, où on est dans sa réflexion et probablement lui suggérer d'avoir un accompagnement par un professionnel de santé, un psychologue, un psychothérapeute, et si elle était vraiment motivée à faire ce parcours, ce chemin, jusqu'à quand elle sentait d'avoir récupéré la pleine envie de le faire. Eh bien, sur ce, je vais vous demander de regagner vos sièges et on va poursuivre sur le reste. Merci à vous, merci beaucoup.